Nous avons vu le film Rumble. Donc, vous êtes la distributrice de ce film. Donc, pourquoi avoir choisi de nous montrer ce film en particulier? Alors, du coup, c'est les rencontres cinématographiques de DIM qui ont fait la programmation de ce soir. Mais c'est c'est le premier film que je distribue. En fait, notre association de la plume à l'écran accompagne la diffusion de films réalisés par des autochtones depuis 2008 maintenant. Et c'est le premier film que j'ai vraiment eu envie de distribuer en salle parce que je trouvais que c'était important. Donc déjà, on accompagne les films réalisés par des autochtones pour que enfin le public français puisse avoir accès à des films tels que eux ont envie qu'on les voit et tels qu'ils ont envie d'être représentés, plutôt que ce soit toujours un regard extérieur sur eux. Et donc là, avec Rumble, je trouvais que c'était un film fait par des autochtones, mais qui pouvait toucher tout le monde. C'est-à-dire au-delà de juste le côté autochtone, c'est la musique qui compte. En quoi ce film retrace l'histoire des Amérindiens, du coup? Alors en fait, au départ, l'idée, c'est pas un film pour retracer l'histoire des Amérindiens. Le point de départ de ce film, c'est pourquoi tous les musiciens, tous ceux qui vivent de la musique en fait et qui sont très connus. Donc comme dans le film, vous avez vu Steven Tyler, Bob Dylan, Steve Vincent qui joue avec Bruce Springsteen. Donc toutes les pointures du monde de la musique, même des passionnés de musique comme Scorsese. Tous ces gens-là savent que Link Wray, par exemple, était amérindien, que Robbie Robertson était amérindien. Là, ça fait aucun doute. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tous accepté quand Stevie Salas, qui est producteur du film, les a démarchés pour leur demander s'ils voudraient témoigner dans le film. Ils ont tout de suite dit oui. Ça n'a pas été du tout compliqué de les convaincre. La grosse question, c'était pourquoi dans le monde en général, dans la société en général, alors que c'est des musiques qu'on écoute tous, ou en tout cas même si on ne les écoute pas par choix, ça fait partie de notre patrimoine commun. C'est l'exemple que je cite tout le temps en ce moment parce qu'il y a une pub Bouygues Télécom en ce moment. C'est Redbone en fait, c'est Come and Get Your Love. Donc c'est vraiment, ça fait partie de toutes ces musiques. Encore une fois, même si c'est pas ce qu'on écoute par choix, on les connaît. On connaît peut-être pas le nom des musiciens, on connaît peut-être pas le nom de la chanson, mais en tout cas la musique, on la connaît. Et pourtant, très peu de gens sont capables de dire que ces musiciens-là sont amérindiens. Et donc ce film, c'était pour répondre à cette question de pourquoi. C'était déjà de le dire une bonne fois pour toutes que tous ces musiciens-là sont amérindiens, et ensuite d'essayer de chercher pourquoi il y a si peu de gens qui le savent. Et donc c'est pour ça qu'on touche à des questions historiques et des questions sur la discrimination et sur comment les États-Unis en fait ont été construits sur du racisme, sur un génocide en fait. Et tout ça essaye d'expliquer pourquoi pendant tout un moment les musiciens amérindiens préféraient cacher leur identité amérindienne. Et en même temps, même ceux qui ne l'ont jamais caché, moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus surpris en accompagnant ce film ici, c'est que Jimi Hendrix, qui n'a jamais caché qu'il était amérindien, au contraire, il l'a toujours revendiqué. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui s'en souviennent. Tout le monde l'identifie évidemment comme un Afro-Américain, et très peu de gens, même des gens passionnés de sa musique, en fait, se souviennent qu'il est Cherokee, alors qu'il l'a, mais vraiment jamais caché, au contraire. Donc voilà, pourquoi dans notre inconscient collectif, la contribution amérindienne à l'histoire de la musique a été effacée. C'était le but du film. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça a été efficace par rapport... la culture par rapport aux relations entre les Américains d'Europe et les Amérindiens? Au niveau, est-ce que le film a été efficace pour... Du coup, toute cette histoire de musique, elle était efficace du coup. Mais au niveau historiquement ou oui, dans le film en fait? Mais efficace dans quel sens? Dans les relations, si ça s'est amélioré après ou... Ah oui. Mais en fait, comme la plupart des gens, donc encore une fois pas les musiciens qui pratiquent, parce que
ce qu'on apprend aussi, j'espère, en regardant le film, c'est qu'on a tendance à voir les musiciens comme des gens, surtout les musiciens connus, comme des gens qui font du showbiz, des stars. Mais en fait, c'est des encyclopédies de la musique. C'est tous ceux qui sont témoignés dans le film. Ils ont une connaissance de la musique assez hallucinante. Et un vrai musicien, c'est ça. C'est quelqu'un qui va aller se documenter, qui va essayer de jouer à la manière d'eux, avant de devenir cette star et d'avoir sa propre identité musicale. Il a creusé avant. Et... Donc les stars de la musique, ils connaissent cette histoire-là. Après, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, et là aussi, j'espère qu'on le voit dans le film, c'est qu'on n'a pas voulu dire que telle partie, telle note, telle mesure dans un morceau a été fait par des Amérindiens et l'autre, ça ne se passe pas comme ça en fait quand on construit quand on invente un morceau. Et c'est la beauté des rencontres des gens en fait. Donc il y a des styles musicaux qui sont nés de la rencontre d'esclaves en fuite et d'Amérindiens en fuite aussi. Et c'est la magie de ce qui se passe quand on fait de la musique ensemble en fait. Mais ce qui est étonnant, c'est même, ça on le voit moins dans le film, mais il y a eu des échanges aussi dans les Appalaches, par exemple dans les montagnes Appalaches, entre les Euro-américains, donc plus qui ont des origines irlandaises, écossaises, avec des Amérindiens, ce qui donne la country, ce qui donne toutes les musiques autour du banjo aussi. Et en fait, là encore, dans l'inconscient collectif, la partie amérindienne, la contribution amérindienne a été oubliée. Donc je ne peux pas dire que ça a été efficace d'un point de vue musical, parce que c'est grâce à tous ces mélanges d'origines différentes que la musique américaine est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais après, la plupart des gens ont oublié parce que c'est pas enseigné aussi, parce que tout ce qui est, de manière générale, tout ce qui est l'héritage amérindien aux États-Unis a tendance à être mis de côté, parce que ça veut dire reconnaître que c'était leur terre avant et qu'il y a eu cette tentative de génocide. Donc c'est confronter l'histoire c'est une démarche assez compliquée. Après, ce qui est chouette, c'est qu'avec ce film, vu que ça a été un gros succès aux États-Unis contre toute attente, parce que justement on pensait que les Américains allaient plutôt rejeter, ça a été un gros succès. Donc du coup, et là en ce moment ça passe sur PBS, qui est une chaîne indépendante qui est un peu comme Arte, mais vraiment sur les films culturels indépendants. Donc ça va passer en boucle sur PBS, et donc là il y a encore beaucoup plus de monde qui vont le voir, et ça, du coup le film, on l'avait voulu gros budget, un peu monté à la MTV pour cibler large, pour qu'il y ait un public large qui le regarde, justement pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui connaissent cette histoire maintenant. Et du coup, au niveau de la France et européen peut-être, vous avez des retours sur ce que pensaient peut-être les gens avant de voir le film et alors, après d'une manière unanime, il y a très 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 peu de gens qui connaissaient toutes ces histoires-là. C'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est-à-dire même dans les journalistes musicaux dont c'est le métier. Là, Jimi Hendrix c'est quand même le plus connu, mais donc il y a vraiment très peu de gens qui avaient eu, parce que c'est vraiment pas. En fait, les musiciens dont on parlait, c'est entre eux que ce savoir-là ça a été diffusé. Mais dans les manuels, dans les histoires de la musique, Stevie Salas, qui a produit le film, il a contribué à la première encyclopédie de la musique amérindienne, alors qu'il a 50 ans, donc c'est tout récent. Et en fait, la musique amérindienne est trop catégorisée tout de suite ça va être la flûte, les chants traditionnels, le tambour, et on n'arrive pas à s'imaginer, à se représenter des Amérindiens dans ces styles musicaux-là. Et même pire, des Indiens qui font du rock, c'est plus considéré comme des Indiens, en fait. Ils font de la musique américaine. Alors qu'un Français qui fait du rock, jamais on lui enlèvera on se dit pas il est moins français parce qu'il fait du rock. Il fait du rock à la française, en fait. Et étonnamment, les Amérindiens, il y a cette idée que s'ils font pas de la musique traditionnelle d'il y a très longtemps, ils sont plus Amérindiens, en fait. Donc là, en France, heureusement, le film est fait de telle manière que les gens acceptent ce qu'on essaie de leur communiquer. Ils ne sont pas en rejet ou en déni, en fait. Et donc, de manière unanime, partout où j'ai accompagné le film, les gens ignoraient ce qu'il y a dans le film, mais par contre, ils les acceptent. Et du coup, l'accueil est vraiment très, très chouette à chaque fois.
Du coup, comment vous sélectionnez les films que vous voulez montrer au public français? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. En fait, c'est d'abord des coups de cœur. Enfin, je pense que le cinéma, comme n'importe quel art, c'est du subjectif. Donc, pour porter... Nous, les films qu'on diffuse, c'est d'abord au festival. Donc, c'est un festival qu'on organise à Nantes et à Paris. Donc, c'est beaucoup de temps. Et c'est nous qui présentons les films. Donc, il faut les assumer, il faut les aimer pour... Donc, ça reste vraiment très subjectif. Après, le festival, c'est volontairement très large, c'est-à-dire que c'est à la fois des fictions, des documentaires et des courts-métrages, des longs-métrages, des formats expérimentaux, du cinéma d'animation. Donc il y a une sélection qui passe par là aussi, c'est-à-dire que je vais pas... Si j'ai 10 documentaires qui sont très bien, il va falloir faire un choix pour laisser de la place à des fictions. Mais souvent, c'est des coups de cœur. C'est aussi, en allant beaucoup sur place, c'est de voir quelles sont les grandes thématiques, les grands débats, les grands sujets. Je me souviens par exemple, en 2015, on a diffusé Drunk Town's Finest, qui est un film de fiction qui est passé à Sundance. Donc déjà, c'était une jeune réalisatrice amérindienne qui est passée par tout le processus de formation du Sundance, donc avec Robert Redford. Donc j'ai adoré ce film, et en même temps le montrer en France, c'était aller à l'encontre de cette idée comme quoi les films faits par des Amérindiens sont forcément des petits films, des petits documentaires sans moyens. Là, on rentrait dans du cinéma américain indépendant, mais fait par une Amérindienne. Donc il y a toujours des critères comme ça. C'est à la fois, en allant sur place, sentir ce qu'est l'actualité. Et puis, mais après, il y a toujours un risque. Est-ce que le public français, est-ce que ça va parler au public français ou pas? Et ça, c'est plus dans la présentation après, comment on va présenter le film pour essayer de coller davantage à des choses plus françaises. Mais la sélection, elle se fait plutôt suivant le contexte de production, en fait. Du coup, vous visez un public particulier ou pas vraiment? Non, alors là, par exemple, pour Rumble, c'était vraiment les fans de musique avant, parce que je partais du principe que de toute façon, ceux qui sont passionnés de culture amérindienne, ils vont aller le voir. Alors que des fans de musique qui justement ne connaissent pas ce lien entre la musique et les Amérindiens, si on communique trop sur le côté film d'Amérindiens, ils n'iront pas le voir. Donc les films qu'on projette dans le festival, c'est un peu la même chose. C'est important, c'est toujours en salle de cinéma pour cibler des amateurs de cinéma et pour montrer que les Amérindiens aujourd'hui font aussi du cinéma et c'est pas juste un document pour témoigner de violation de leurs droits, c'est pas juste des documentaires ou des documents audiovisuels de militants, c'est un acte cinématographique, un acte artistique. Donc je cible ça, le public passionné de cinéma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.